Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dédiée aux grands titres qui auront marqué la semaine. On commence avec l'actualité sociale. Les organisations syndicales CGT, CFDT, FA, UNSA Sud et FSU se sont réunies ce jeudi matin. L'objectif était d'adresser une lettre ouverte au président du Conseil régional des Hauts-de-France. Il dénonce, ces syndicats, la suppression de 800 postes depuis l'élection de Xavier Bertrand. Ils reviennent aussi sur la précarisation, selon eux, des contrats de travail, un problème qui entraînerait une baisse de la qualité du service public et des effets collatéraux comme l'augmentation des arrêts maladie ou encore des démissions. Suite à cette lettre, le président de région les renvoie vers la vice-présidente au personnel, Brigitte Fourré. Il leur propose également une entrevue prévue fin mars, mais cette date est trop tardive pour les 6 syndicats mobilisés. Tous ont décidé ainsi de boycotter les prochaines réunions techniques. Pour eux, elles restent inefficaces sans une prise en compte de leurs revendications et propositions. On les écoute. Le dialogue social, il est vide de sens en fait pour Xavier Bertrand. C'est-à-dire que dès qu'on l'a rencontré le 9 février, il a dit « Moi je discute avec les agents, personne ne m'interdira de discuter avec les agents et vous avez Brigitte Fourré pour discuter avec vous ». Ce qui fait que la dernière réunion technique avec Madame Fourré, on a passé 5 heures à discuter, à essayer de proposer des choses sur différentes directions. Et la seule chose qu'on ait pu obtenir, c'est le changement d'une direction parce que l'acronyme de cette direction donner DPQ plutôt que DQP. Donc voilà au bout de 5 heures, alors qu'on demandait des créations de postes, alors qu'on faisait des propositions de réorganisation, voilà la seule chose que Madame Fourré soit autorisée à nous concéder. En image également, cette manifestation des stylos rouges organisée mercredi dernier. Ils étaient une douzaine devant la gare Lille-Flandre. Ils disent représenter l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, que ce soit les professeurs ou encadrants, tous ceux ayant un lien en réalité avec la scolarité des enfants. Alors depuis peu, certains professeurs de l'académie corrigent l'ensemble des copies avec une note de 20 sur 20, une manière pour eux de protester contre leurs conditions de travail et le manque de moyens et de reconnaissance de leur profession. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu montrer mercredi en manifestant, expliquer que leur travail continue après même la classe, la préparation des cours et la correction des copies prenant beaucoup de temps selon eux. Mais c'est un travail, disent-ils, invisible. Explication sur ce mouvement avec cette interview menée par Lucilberte Constant. L'idée de l'action, c'est plutôt de sensibiliser les passants à notre action et à l'état de délabrement dans lequel est l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, c'est plutôt de la sensibilisation et rendre visible notre travail. Aujourd'hui, l'action à la gare, c'est de montrer le travail invisible, et notamment tout ce qui est correction et préparation, qui est une partie de notre travail qui est aussi importante en fait que la partie présentielle devant les élèves. Faire de la correction de copies, s'asseoir avec des affiches, montrer que les profs, les instits, le mercredi, le samedi, le dimanche, ils travaillent, hors des heures de classe, ils travaillent aussi. Pour un prof du secondaire, en moyenne, c'est 41 heures. Pour un prof du primaire, c'est 44 heures par semaine. Et pour un jeune enseignant, ce qui est mon cas aussi, on est plutôt autour de 45-50 heures de travail par semaine. Avec le mouvement des Gilets jaunes, on vous parle de l'organisation du grand débat national. Un programme qui comporte 4 grands thèmes. Il y a la transition écologique, mais également la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, sans oublier l'organisation de l'État et des services publics. Pour l'association des maires du Nord et son président Nicolas Lebas, qui est également maire de Fâche-Tuménil, cette initiative est la preuve que le gouvernement veut, je cite, redonner une grande légitimité aux maires après avoir boudé leur congrès cette année. Pour l'association, les maires ne doivent pourtant pas s'engager directement pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le débat national et les enjeux locaux. De nombreux élus délèguent donc l'animation des débats à des personnes neutres ou extérieures. Explication avec cette interview. Chaque maire se détermine en fonction de la situation et avec, au fond, un enthousiasme mesuré de leur part, car ils sont très attachés à ce qu'on ne confonde pas le grand débat national et puis les enjeux locaux qui s'approchent dans le débat public aussi avec les élections municipales. Un sujet de frilosité chez nos collègues qui ne souhaitent évidemment pas qu'à l'occasion de ce grand débat, on aborde des questions qui soient plus des questions d'intérêt local et municipal. Il y a bien 4 thématiques telles qu'elles ont été définies dans la lettre du président de la République et le grand débat a vocation à se tenir sur ces questions.
Cette semaine, on vous présentait également une formation rapide destinée aux demandeurs d'emploi ou allocataires du RSA. Pour pallier les difficultés de recrutement dans le secteur de la boucherie-charcuterie, la Chambre des métiers, de l'artisanat et le Conseil régional avaient testé le dispositif en 2017. Les résultats jugés satisfaisants et les besoins de main-d'œuvre avec 400 postes à pourvoir dans la région ont poussé les acteurs locaux à développer plus largement cette formation rapide, le tout en 7 semaines. Les apprentis découvrent donc les bases du métier, tant sur le plan de la production que de la commercialisation. Les différents modules ont été pensés pour rendre le futur boucher opérationnel le plus rapidement possible. Explication complémentaire avec Jean-Claude Picavé, c'est le responsable de la formation. Il était au micro d'Idil Gunaï. Ils suivent une formation, un pré-module, si vous voulez, ici, de 70 heures, de 2 semaines. Donc on les accommode, on leur explique le métier, on les forme aux gestes de base donc, du métier de boucher. Ensuite, ils s'en vont dans des entreprises pour répondre à un premier module qui s'appelle le désossage, c'est-à-dire le désossage de toutes les espèces donc, de viande que l'on peut trouver en boucherie. Ils reviennent au CFA, on fait la remédiation, on fait le point un peu de tout ce qu'ils ont vécu pendant les 6-7 semaines, ça dépend les modules, donc en entreprise. Et ensuite, ils retournent en entreprise pour faire ce qu'on appelle le deuxième module, d'où la formation modulaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un module de X semaines, on fait le point au CFA et on repart en entreprise pour faire un autre module. On termine avec la culture et ce plan intitulé « Culture près de chez vous ». Ça se passe à Boulogne-sur-Mer. Initié par le gouvernement, il vise à apporter des œuvres issues des grands musées parisiens en province. Le musée d'Orsay, qui invite chaque année à découvrir l'art moderne à Paris, vient de prêter ainsi le fameux Clair de lune sur le port de Boulogne. Un tableau peint par Édouard Manet en 1868. Cet hommage au quotidien des marins et des familles du port de Boulogne a donc toute sa place, bien sûr, dans ce musée du littoral. Une commune empreinte d'histoire où l'artiste a d'ailleurs séjourné plusieurs fois. Avis donc aux amateurs, c'est parti, vous avez jusqu'au 20 mars pour aller découvrir ce chef-d'œuvre au tarif habituel d'une visite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Dans un petit quart d'heure, retrouvez un nouveau flash avec de nouveaux titres.